Bonjour à tous. La situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons et la nature inédite de ce colloque ne me feront pas renoncer aux traditionnels remerciements de début d'intervention adressés à mes trois collègues organisateurs scientifiques de cette manifestation, Patrice Adam, Raphaël Dalmasso et Yann Leroy, mais également à son organisateur Timothée Kahn. Je les remercie d'abord de leur initiative et également de leur proposition. Alors j'ai choisi de vous présenter l'un des thèmes, c'est sans doute le plus réjouissant de ce colloque, thématique particulièrement légère, le licenciement pour motif économique. Évidemment, il ne sera pas question d'embrasser l'intégralité de la question du licenciement qui déborde très largement ce colloque, mais de pointer plusieurs problématiques qui se posent ou sont susceptibles de se poser avec une acuité particulière dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons. Le droit du travail français de la crise sanitaire procède, pour reprendre les mots de Frédéric Géat, d'une doctrine de l'activité professionnelle dont le message principal est celui de la supériorité ou à tout le moins du caractère essentiel du travail. Dès lors, prima facie, le licenciement pour motif économique est pour l'heure un non-problème, ou plutôt une question que le législateur français a entendu repousser le plus tard possible. La France a opté pour une politique incitative, puisqu'elle choisit d'admettre très largement l'activité partielle pour limiter les ruptures des contrats de travail. Incitation doublée même d'une dissuasion, puisque la ministre du Travail a déclaré vouloir aucun licenciement dans cette période et a même mis en garde les entreprises contre un risque de refus de validation ou d'homologation d'éventuels PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Ce choix incitatif ressort d'ailleurs expressément de l'article 11 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, selon lequel il s'agit, en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, droit de la fonction publique, de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de baisse d'activité en facilitant, en renforçant le recours à l'activité partielle pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Cette forme de socialisation temporaire des salaires vise évidemment à soulager les entreprises en espérant que, lors du déconfinement, la reprise de l'activité s'effectue dans des conditions salariales quasi identiques à celles d'avant le confinement. Ce choix français contraste avec des situations étrangères bien distinctes. D'un côté, le laisser-faire absolu incarné par les États-Unis d'Amérique qui ont choisi de ne rien faire et qui a vu, par application mécanique du principe d'employment at will, qui a vu son taux de chômage passer de 3 à plus de 10% en quelques semaines. De l'autre, le volontarisme étatique de l'Espagne qui, par un décret royal 8/2020, a non seulement entendu limiter les hypothèses de rupture du contrat de travail en raison de la crise sanitaire, mais a également subordonné l'octroi de mesures exceptionnelles à l'engagement de l'entreprise de maintenir l'emploi pendant la durée de 6 mois, à compter de la date de reprise d'activité. Cette parenthèse temporaire de l'activité partielle se refermera sans doute mi-mai pour ce qui est de la France. Alors, dans cette perspective, voire dès à présent, certaines entreprises s'interrogent sur les nécessaires ajustements d'effectifs auxquels elles devront se contraindre en raison de la chute de l'activité. Évidemment, la situation se pose de manière très différente selon la nature de la figure contractuelle concernée. Pour ce qui est des salariés qui sont actuellement en période d'essai, leur contrat ne peut être rompu, a priori, en se fondant sur un motif économique. La jurisprudence l'a rappelé régulièrement depuis 2007. Le motif de rupture libre ne peut être fondé que sur les compétences du salarié et non sur un motif non inhérent à sa personne. Une telle rupture serait alors abusive et ouvrirait droit à des dommages et intérêts. La rupture économique d'un contrat de chantier n'est pas non plus une rupture de fin de chantier classique au sens de l'article 1236.8 du Code du travail. Alors, est-ce qu'une rupture anticipée du contrat de chantier est possible pour un motif économique ? L'article 1223-9 du Code du travail dispose que l'accord de branche étendu qui institue et organise le contrat de chantier doit prévoir les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. Dans les accords de branche conclus, ces modalités sont assez variées, que ce soit de la procédure, des obligations de reclassement, sur des mécanismes indemnitaires, mais en toute hypothèse, il est loin d'être acquis que les circonstances économiques justifient l'application de ces modalités adaptées. Le texte, l'article 1223-9, renvoie soit à une fin anticipée du chantier,
ce qui n'est a priori pas l'hypothèse dans le cas de l'épidémie que nous traversons, soit à une impossibilité de poursuivre le chantier, ce qui ne sera pas non plus nécessairement le cas. Or, à défaut, la Chambre sociale a jugé, dans un arrêt du 9 mai 2019, que la rupture non justifiée par la fin du chantier constitue une rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat. Les CDD et CTT, quant à eux, ont pris fin, prennent fin et prendront fin par l'arrivée du terme. Assez classiquement, rien de surprenant à ce stade. Pour autant, les employeurs pourraient-ils mettre fin à ces contrats précaires de manière anticipée en raison des circonstances que nous traversons ? Les articles 1243-4 et les articles 1251-26 du Code du travail permettent, on le sait, une rupture anticipée, notamment pour cas de force majeure. Et à ce titre, deux questions se posent. La situation de confinement constitue-t-elle un cas de force majeure, justifiant la rupture anticipée ? Les circonstances économiques liées à la crise sanitaire peuvent-elles caractériser un cas de force majeure ? La question, fort intéressante et très complexe, mais je renvoie sur ce point aux observations sans doute très éclairantes de Christophe Radé. Et elle ne concerne pas simplement d'ailleurs cette question, les contrats précaires, elle la déborde très largement puisque, on le sait, la reconnaissance d'un cas de force majeure pourrait également justifier la rupture sans procédure de licenciement d'un CDI, moyennant une indemnité spécifique. Certes, les seules circonstances économiques ne seront sans doute pas invocables pour les entreprises qui sont susceptibles de réouvrir, mais est-ce que le maintien, par exemple, administratif de la fermeture des bars, des restaurants, des hôtels, est-ce que ce maintien pourrait être analysé comme un fait du prince, éventuellement qualifiable de force majeure ? Cette éventuelle circonstance aurait pour effet d'écarter dans ce secteur d'activité l'application du droit du licenciement pour motif économique. Pour les CDI, hors la question de la force majeure, les licenciements pour motif économique, revenons à eux, pourraient être mis en œuvre dans le cadre d'une procédure collective ou hors procédure collective. Alors le temps qui m'a imparti rend impossible de rentrer dans le détail des procédures collectives, mais en tout cas, rappelons que s'il s'agissait d'un plan de sauvegarde, le droit commun du licenciement pour motif économique s'applique, sauf ajustements très mineurs. S'ils sont prononcés dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation, ils relèvent d'un régime adapté, notamment quant au motif du licenciement. Hors procédure collective, les questions posées seront d'autant plus sensibles à raison de l'intensité attachée à la sanction de la règle en cause. Ainsi, sur le plan du motif économique que nous évoquerons en premier lieu, la sanction potentielle, qui reste majoritairement l'allocation de dommages d'intérêt, est a priori circonscrite, on le sait, par le plafond du barème Macron. Même si la question est sujette à controverse, a priori, le risque pour l'employeur est d'autant moins grand que l'ancienneté du salarié est faible. Sauf à considérer, et nous ne rentrerons pas dans le débat ici, que le barème est non conventionnel et donc qui ne serait pas applicable. Sur le plan de la procédure que nous aborderons en second lieu, les sanctions sont d'une intensité très variable, qui vont de la nullité du licenciement en cas de carence de PSE, d'insuffisance de PSE ou de refus administratif du PSE, auquel l'employeur passerait outre, à des dommages et intérêts qui peuvent être assez faibles, voire plafonnés à un mois de salaire. Donc premier temps, quelques mots sur le motif du licenciement dans le cadre de cette crise sanitaire. Tout licenciement pour motif économique n'est justifié que si l'employeur a mis en œuvre, on le sait, son obligation d'adaptation de reclassement et si la décision est fondée sur une cause réelle et sérieuse. On ne distingue pas de problème spécifique au reclassement, de sorte que nous n'évoquerons pas cette question. En revanche, c'est la question des motifs de licenciement qui retient l'attention. L'article 1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique la rupture qui est fondée sur soit des difficultés économiques, soit des mutations technologiques, soit une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit d'une cessation de l'activité de l'entreprise. Alors, en temps normal, statistiquement, sur ces quatre motifs, le plus utilisé, c'est le motif de réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité. La crise sanitaire pourrait, au contraire, remettre sur le devant de la scène deux motifs. En premier lieu, la cessation d'activité, qui reste, on le sait, un motif autonome de licenciement sauf exception. Or, évidemment, la fermeture temporaire de l'entreprise en raison du confinement
n'est pas a priori une cessation d'activité puisque cette dernière doit être définitive. Mais dans certains secteurs d'activité, lorsque l'employeur n'entrevoit aucun redémarrage possible ou un redémarrage à des conditions telles que ça lui semble impossible, très très difficile, eh bien, il pourrait envisager une cessation d'activité et avec des licenciements pour motifs économiques. En second lieu, ce sont les difficultés économiques qui nous semblent toutes désignées pour être majoritairement invoquées par les entreprises. Et il se pourrait d'ailleurs que cette crise soit l'occasion pour les juges d'apporter des précisions sur les contours de ce motif, qui ont été, on le sait, redessinés par le législateur en 2016. Au terme de l'article 1233-3, les difficultés économiques sont notamment caractérisées par l'évolution significative d'indicateurs tels que baisse des commandes ou de chiffre d'affaires, perte d'exploitation, dégradation de trésorerie ou tout autre élément. Or, on le sait, le même article prévoit que la baisse significative de commandes ou de chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, 2 trimestres pour les entreprises entre 11 et 50 salariés, 3 entre 50 et 300 et 4 au-delà de 300. Alors, c'est ces indicateurs qui sont intéressants et qui méritent peut-être quelques précisions. Alors évidemment, le très fort ralentissement, voire la mise à l'arrêt de l'activité qu'on rencontre certaines entreprises, va nécessairement conduire à une baisse de commandes ou à une baisse de chiffre d'affaires, sauf certains secteurs. Le texte semble suggérer, le texte 1233.3 semble suggérer que la baisse sera significative et partant susceptible de caractériser des difficultés économiques au regard de la seule durée de la baisse à l'aune du chiffre d'affaires de la période correspondante de l'année précédente. Par conséquent, pour une entreprise de moins de 11 salariés, une baisse d'un trimestre, et si on prend 3 mois, les 3 mois concernés par le confinement, soit mars, avril, mai, eh bien, au regard du même trimestre de l'année 2019, ça permettrait de caractériser des difficultés économiques de manière quasi automatique. Donc, démontrer un tel motif pour des petites entreprises serait relativement aisé. Pour les entreprises aux effectifs plus étoffés, cette baisse devra être caractérisée sur des trimestres, sur 2, 3 ou 4 trimestres, mais alors ça repousse d'autant la date des licenciements, puisqu'il faudra attendre que ce chiffre soit caractérisé sur 3 ou 4 trimestres, sauf si éventuellement des difficultés sont nées avant la crise, mais il s'avère, au regard de ce qui est annoncé sur le plan macroéconomique, que ces difficultés seront facilement caractérisées. Toutefois, la question, elle se pose certes pour les petites, mais elle se pose a fortiori pour les grandes. Est-ce que la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes, elle est significative au regard de sa seule durée? Ou est-ce que le juge est en mesure d'apprécier son ampleur? Cette interrogation qui avait déjà été mise en exergue, qui avait déjà été soulignée par la doctrine à l'époque de l'adoption de la loi travail, a son importance. Que les entreprises enregistrent une baisse d'affaires sur 1, 2, 3 ou 4 trimestres en 2020-2021 au regard de la même période de l'année précédente semble assez vraisemblable. Mais qu'elle soit d'une ampleur significative est loin d'être évident, surtout lorsqu'il s'agira d'apprécier 4 trimestres de chiffre d'affaires. Est-ce que cette baisse de la chiffre d'affaires, est-ce qu'elle objective à elle seule le caractère significatif de l'évolution, au point que le juge en perdrait toute appréciation? Alors cette question, elle se pose avec encore plus d'intérêt au regard d'un autre indicateur qui pourrait être utilisé, c'est la dégradation de la trésorerie. Même si les entreprises ont été destinataires de nombreuses aides directes ou indirectes, activités partielles, fonds de soutien, report de cotisation, de très nombreuses entreprises vont être confrontées, et sont déjà confrontées à des problèmes de trésorerie, dans la mesure où l'activité est au ralenti et où les charges, elles, continuent de courir. À ce titre, comment le juge appréciera-t-il cette notion d'évolution significative au regard de la dégradation de la trésorerie? Comme le soulignait un auteur il y a maintenant 4 ans, au moment de l'adoption de la loi travail, est-ce que l'adjectif significatif n'est pas porteur d'une certaine ambiguïté? Est-ce qu'il ne renvoie pas à la persistance de la dégradation de cet indicateur, ou est-ce qu'il en renvoie à l'ampleur de cette dégradation? Et le débat judiciaire sur l'ampleur de cette dégradation conduirait peut-être à résister à l'attraction d'une admission d'une notion purement comptable pour en revenir à une appréciation plus juridique de la légitimité de la décision de licenciement. Le juge devant alors examiner si les difficultés économiques sont de nature à justifier une suppression d'emploi.
En d'autres termes, au travers de la problématique des licenciements pour motif économique, c'est plus largement le débat qu'on connaît dans d'autres domaines de l'articulation entre le comptable et le juridique, auxquels vont être confrontés les juges du fond d'abord et peut-être la Cour de cassation dans un second temps. Pour autant, semble-t-il, même si pour l'instant ce n'est que des on-dit, mais il semble que l'administration du travail anticipe précisément une reconnaissance trop systématique des motifs de licenciement issus des adaptations de la loi travail et réfléchirait aux moyens de neutraliser, temporairement au moins, les critères comptables des difficultés économiques dont on vient de parler. Il est assez cocasse qu'une législation qui a été spécialement prévue pour écarter l'appréciation in concreto des motifs de licenciement qui seront jugés trop imprévisibles et partant qui ont pour but de faciliter et de sécuriser les licenciements, soit précisément jugée trop laxiste lorsque les entreprises sont en mesure d'y recourir. Deux mots également, en second lieu, sur la procédure des licenciements applicables pendant la crise sanitaire. Plusieurs problèmes procéduraux spécifiques à la situation sanitaire sont susceptibles de poser. Alors, au préalable, il convient d'évoquer le fait que pour les grands licenciements pour motif économique, l'intervention du CSE et celle des organisations syndicales peut soulever de très nombreuses difficultés. Ces questions ne sont pas propres au licenciement et font d'ailleurs l'objet, je crois, de 2 autres interventions, de sorte que, là non plus, je n'en dirai pas plus. Pour le moment, de toute façon, les données statistiques indiquent que les licenciements sont très majoritairement des licenciements pour motif économique individuels ou des petits licenciements collectifs. Et pour ces derniers, hors la question de l'information-consultation du CSE, dont je ne parlerai pas, plusieurs difficultés sont susceptibles de te poser, 3 en particulier. La première concerne la convocation des salariés à l'entretien préalable. Celle-ci doit se faire au terme de l'article 1232.2 du Code du travail par lettre recommandée par remise d'une lettre en main propre, contre décharge. Alors, je suis très tenté par une blague hilarante sur la notion de main propre en la période, mais je préfère me concentrer sur la délicate question de la lettre recommandée. En effet, en raison des grosses difficultés actuelles d'acheminement du courrier, voire parfois de l'absence d'acheminement de courrier, la voie postale est assez incertaine. Alors la lettre recommandée électronique pourrait constituer une solution, pour autant que le salarié ait préalablement exprimé à l'expéditeur, c'est-à-dire l'employeur, son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques. Obligation qui a été posée à l'article 100 du Code des postes et télécommunications pour les non-professionnels, que sont évidemment les salariés. Sans doute d'ailleurs, la question se posera à l'avenir de l'insertion systématique de telles clauses au sein des contrats de travail. Notons que l'employeur, en outre, doit non seulement adresser une convocation, mais doit aussi envoyer un justificatif de déplacement professionnel, dûment rempli, signé et cacheté, afin que le salarié puisse, le cas échéant, se rendre à l'entretien sans être verbalisé. Alors, une remarque cependant relative à la convocation. Considérons que l'employeur convoque son salarié dans des formes qui ne sont pas prévues en tout cas qui sont irrégulières, c'est-à-dire par mail, avec les mentions obligatoires, mais par mail, doublé d'un appel téléphonique. Que se passerait-il? Cette éventuelle irrégularité, est-ce qu'elle est susceptible d'être sanctionnée? La réponse est oui. Évidemment, c'est une irrégularité qui peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts plafonnée à 1 mois de salaire. Mais rappelons-le, la Cour de cassation n'applique plus en la matière, de manière sans doute très contestable, mais n'applique plus en la matière la théorie du préjudice nécessaire. Et il sera sans doute très difficile pour un salarié de prouver un préjudice sur ce point, dès lors qu'il aura été valablement convoqué par mail, voire doublé d'un appel téléphonique. La seconde difficulté concerne l'entretien préalable. A priori, le Code du travail ne prévoit rien en matière de modalités d'entretien, et le législateur avait sans doute en tête une audition physique, et uniquement une audition physique. D'ailleurs, dans les années 90, la Cour de cassation avait jugé qu'une conversation téléphonique ne saurait remplacer l'entretien préalable prévu par le Code du travail. Elle ne s'est jamais à nouveau prononcée sur le sujet, mais il est vraisemblable que la question se poserait fort différemment aujourd'hui, d'abord compte tenu des possibilités offertes par les technologies de la communication qui permettent un échange en temps réel et éventuellement une assistance par un membre du personnel ou un conseiller extérieur, mais en outre au vu de la situation sanitaire. Dans un arrêt du 11 mai 2016, la Cour d'appel de Rennes, statuant d'ailleurs sur un licenciement pour motif économique, a jugé que l'usage de la visioconférence était justifié par l'impossibilité médicale du salarié de se rendre à l'entretien. On voit mal aujourd'hui ce qui serait susceptible de faire obstacle à un entretien en visioconférence, si par exemple le salarié était empêché de se rendre à l'entretien pour des raisons de confinement prolongé, quarantaine ou autre,
de sa situation de santé, d'impossibilité de déplacement. La dernière difficulté est relative à la notification du licenciement. Le licenciement doit en principe se faire au terme de l'article 1232.6 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le problème est ici identique à celui rencontré en matière de convocation. Toutefois, cette formalité est simplement probatoire. Elle est donc indifférente sur le plan des sanctions. Aucune allocation de dommages et intérêts, ni au titre d'un licenciement injustifié, ni au titre d'un licenciement irrégulier. En d'autres termes, le licenciement peut très bien être notifié par mail. Pour autant, dans une telle hypothèse, aucune transaction ne peut alors être valablement conclue, puisque, en l'absence de lettre recommandée, la Cour de cassation considère qu'on ne peut pas apprécier le caractère préalable de la rupture du contrat à l'égard de la transaction qui, rappelons-le, doit être nécessairement postérieure au licenciement. Pour conclure sur ces brèves observations en matière de licenciement économique, la problématique prendra une toute autre dimension dès lors que les grosses entreprises envisageront de réduire leurs coûts, d'où sans doute la réflexion actuelle de l'administration du travail sur le sujet. Elles pourraient choisir d'ailleurs de réduire leurs effectifs, outre la question des licenciements, en procédant par la voie de rupture conventionnelle collective, à condition de trouver des organisations syndicales disposées à les négocier et à les signer, ce qui sera sans doute difficile dans le contexte économique morose post-confinement. Et elles pourraient également réduire leurs charges salariales en concluant des accords de performance collective. Alors, une réduction qui serait directe, qui porte sur les objets négociés, et une réduction qui serait indirecte par les licenciements simplifiés des salariés qui auront refusé l'application de l'accord à leur contrat de travail. Déjà très utilisé avant la crise, l'accord de performance collective pourrait devenir l'incontournable instrument de gestion des ressources humaines post-confinement. Je vous remercie.